Notre affaire commence dans la ville de Draper, aux États-Unis. Anne Grace Kasprak est née le 10 janvier 1997. Tous les proches de la jeune fille la surnomment Annie. Mais la vie d'Annie ne débute pas sous le meilleur jour. Elle est élevée dans un foyer d'accueil et vit une enfance abusive. Ce n'est qu'à l'âge de 9 ans qu'elle est adoptée par Veronica et Denise Kasprak. Ici déjà on est sur une enfance beaucoup trop triste pour la petite Annie. Avant de se faire adopter, elle a vécu une vie de misère dans un foyer sans père et sans mère pour la protéger. Dites-moi dans les commentaires si malheureusement vous avez vécu ce genre de situation. N'hésitez pas aussi pour ceux qui veulent s'ouvrir à partager votre histoire juste en bas. En tout cas comme je le disais, elle n'a pas eu un début de vie des plus faciles. Annie est une jeune fille pleine de vie. Elle aime écouter de la musique et passer du temps avec ses amis. La jeune fille qui a désormais 15 ans a également une vie amoureuse. L'heureux élu se nomme Darwin Christopher Bagshaw. Il a 1 an de moins que sa petite amie et la relation semble partie pour durer. Les adolescents forment un couple depuis 1 an et demi maintenant. Mais l'adolescence d'Annie ne se déroule pas sans tourments. Après plusieurs années, Veronica et Denise se séparent. Tous les deux se mettent en couple de leur côté. Denise se marie avec une femme du nom de Jennifer. Veronica, quant à elle, entre en relation avec James Bratcher avant que le couple ne scelle son union. Ici, il n'y a aucune animosité entre Annie et ses beaux-parents. Cependant, le divorce de ses parents est assez mal vécu. D'après ce que j'ai compris, d'autres enfants naissent de ces nouvelles unions. Là, je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'Annie conserve des traumatismes de son enfance. Un divorce, c'est une période beaucoup trop difficile pour de nombreuses personnes, dont les enfants. Annie a vécu un placement en foyer dès ses premières années de vie. Peut-être qu'elle a vécu dans plusieurs foyers d'accueil avant d'être adoptée. Je pense que c'était difficile dans le sens où sa stabilité était de nouveau en jeu. Elle avait peut-être peur de ne plus être à sa place ou d'être mise de côté. Annie va se disputer le soir du 10 mars avec ses parents. Elle est visiblement chez sa mère ce jour-là. Suite au conflit, l'adolescente s'isole dans sa chambre. Elle met de la musique, mais elle a d'autres intentions en tête. Annie griffonne un mot qu'elle laisse en évidence. Ensuite, elle fugue par la fenêtre de sa chambre. Après un certain temps, les parents d'Annie se rendent compte qu'elle ne se montre pas. Ils se rendent dans la chambre et découvrent la pièce vide. L'adolescente a quitté les lieux et ils ne savent pas depuis combien de temps. Là, ils prennent contact avec la police. Les autorités considèrent la disparition d'Annie comme inquiétante. Des recherches sont menées dans le secteur afin de retrouver l'adolescente. Un hélicoptère survole également les entourages. Mais les recherches ne durent pas bien longtemps. Le lendemain du signalement de la disparition, un jogger remarque quelque chose près de la Jordan River. En s'approchant, il constate qu'il s'agit d'un corps. L'individu contacte immédiatement les secours. Une équipe se rend sur les lieux afin de tirer le corps du fleuve. C'est une jeune fille dont le visage est méconnaissable. Une de ses chaussettes a d'ailleurs été récupérée un peu plus loin, au niveau d'un ponton. La nouvelle se répand rapidement en ville. Les Kasprak ne font pas exception. Veronica songe tout de suite à sa fille. Les parents se ruent directement au poste de police afin de savoir ce qu'il en est. L'identification d'Annie est faite rapidement, mais pas grâce à son visage. Je vous expliquerai tout ça plus tard. C'est à l'aide de cicatrices, de vêtements et même plus tard de la dentition que l'on saura que c'est bien Annie. Ici, je pense que les parents ont eu la lourde tâche de reconnaître le corps de leur fille, même si je n'ai pas obtenu l'information. Si c'est bien le cas, ce moment devait être terrible et chargé en émotions. Reconnaître le corps de ta propre fille. Imaginez la scène. Il suffit d'une seule minute pour que ta vie bascule à jamais. Comme je l'ai dit bien souvent dans mes vidéos, mes amis, la vie est beaucoup trop courte. C'est pour ça qu'il faut profiter avec nos proches. Parce que quand on voit ce genre d'histoire, ça fait peur. Bref, les premières constatations du rapport médico-légal font froid dans le dos. L'adolescente a été battue à mort. Son visage est complètement défiguré. Les coups ont été d'une brutalité sans nom. Le corps dévoile de nombreuses fractures et des os brisés. Il y a aussi des traces sur les doigts qui montrent que la jeune femme a tenté de se défendre. Il est possible d'ailleurs que l'ADN de son meurtrier s'y trouve. Après autopsie, on détermine que la mort est due à un violent coup porté à la tête. Son crâne a subi un écrasement à l'aide d'un objet. Un objet qu'on soupçonne d'être une pelle. Au total, le médecin légiste comptabilise 15 coups. Le dossier qualifié de disparition se dirige désormais sur une enquête pour meurtre. Il est temps de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille et qui est l'auteur des faits. Des mandats permettent de collecter des éléments supplémentaires pour l'enquête. Les données du mobile d'Annie montrent qu'elle a parlé 30 minutes au téléphone. Les numéros contactés ne l'avaient pas été alors qu'elle était chez ses parents.
À ce moment-là, l'adolescente a déjà quitté son domicile. Les autorités souhaitent connaître l'identité des personnes contactées. Les funérailles d'Annie se dérouleront le 17 mars à la New Creation Church. L'adolescente est incinérée et ses cendres, semble-t-il, dispersées dans un lieu tenu secret. Les premiers membres de l'entourage d'Annie sont interrogés, dont Darwin, son petit ami. Les agents qui l'interrogent remarquent que l'adolescent porte des baskets neuves. Ils se demandent où se trouvent ses chaussures habituelles. Comme quoi, dans les affaires de meurtre, chaque détail a son importance. Ici, ça paraissait bizarre qu'il se pointe avec une paire neuve au commissariat. Ça semblait très louche. Comme je le disais, c'est quand même peu commun de venir au poste de police avec des chaussures neuves. Darwin raconte que lors d'une soirée chez un ami, Annie a saigné du nez. Malheureusement, cela a taché les lacets de Darwin. Il n'a pas pu les récupérer au nettoyage. Du coup, il a préféré s'en séparer. Un ami va appuyer son témoignage. Un témoin qui est présenté sous les initiales LJ. Et lui aussi, il a des éléments importants à nous donner. Il révèle avoir vu Annie chez un certain Daniel Robert. L'homme est âgé de 31 ans et il est marié. Le soir du 10 mars, l'adolescente s'est rendue chez le trentenaire. On ne sait pas comment ils se sont connus. D'ailleurs, je me demande si la jeune fille est venue d'elle-même ou si elle a été invitée. En tout cas, Daniel était heureux de cette visite. Il se trouve alors en présence de l'individu anonyme, mais aussi d'un autre ami. Le troisième homme se nomme Venuya Veekit. Il est âgé de 30 ans. Au cours de cette petite soirée, Daniel s'est rapproché d'Annie. Il fait des avances à l'adolescente. Cette dernière n'est pas vraiment réceptive à ses avances. Et pire que ça, elle a même eu un fou rire. La jeune fille pensait certainement qu'il s'agissait d'une blague. Mais Daniel est loin de se satisfaire de cette réponse. Et ici je vous reprécise que c'est le témoignage du fameux LJ. L'homme saisit la tête de la jeune fille et la projette contre un mur. Annie est assommée sur le coup. Là, elle est transportée dans le garage par les trois hommes. Ces derniers changent de vêtements, comme s'ils savaient qu'ils allaient commettre un acte répréhensible. L'adolescente est enveloppée dans une bâche et placée dans un véhicule garé devant la maison. On ne sait pas à ce moment-là si Annie est décédée, mais une chose est sûre, il faut se débarrasser de cette présence gênante. À partir de ce moment-là, le témoin n'a pas suivi les deux autres hommes. Il est resté chez Daniel, visiblement seul pendant plusieurs heures. L'individu constate au retour de Daniel et Venuya que leurs vêtements sont ensanglantés. Il questionne ses amis sur ce qu'ils ont fait et souhaite savoir où se trouve Annie. Daniel prétend que l'adolescente est allée nager. Elle a d'ailleurs déclenché une bagarre, durant laquelle elle a perdu une de ses chaussures. Vous vous doutez bien qu'Annie n'a pas tapé un plongeon quelque part. C'est du grand n'importe quoi. Déjà parce qu'il fait nuit depuis très longtemps et sans même parler des vêtements ensanglantés. C'était juste une métaphore pour dire gentiment qu'elle a été jetée à l'eau. Le témoin a beaucoup de renseignements. Son récit est pris au sérieux et les éléments sont précis. Un mandat de perquisition est obtenu et les agents se rendent chez Daniel Ferry. Les premières observations sont plutôt flagrantes. La maison a été nettoyée dans le détail. La moquette d'une pièce a même été arrachée. Le résident des lieux voulait clairement dissimuler des choses. Daniel est aussitôt placé en état d'arrestation. Dès le départ, l'homme assure n'avoir aucun lien avec le meurtre d'Annie. Il a le soutien de Felicia, sa femme. Daniel est connu pour des infractions au code de la route. Il est alors conduit en prison pour ces faits. Venuya a quant à lui un casier judiciaire pour des crimes liés à la drogue et à la possession d'armes. Il a lui aussi été arrêté et entendu. Par la suite, il n'a pas fait l'objet d'une inculpation. LJ, le témoin, n'a pas été arrêté suite à son arrestation. Les parents d'Annie vont apprendre l'arrestation de Daniel. Ils font une déclaration auprès d'un média de presse locale, le Salt Lake Tribune. Ils admettent être en état de choc. D'ailleurs, Veronica et Dennis ne connaissent pas Daniel Ferry. Une audience de libération conditionnelle intervient. C'est l'occasion pour Daniel de s'exprimer face à un plus grand nombre. Il reconnaît ne pas avoir suivi un parcours exemplaire. Cependant, selon lui, il n'a tué personne. L'homme aurait apparemment des ennemis. Il parle du fait qu'un toxicomane était particulièrement en colère contre lui. Daniel sait que cet homme lui en veut. Il n'a pas hésité à mentir auprès de la police, l'impliquant dans l'affaire d'Annie. Les parents de l'adolescente suivent les événements. À aucun moment la famille pense que Daniel et Venuya sont responsables du décès d'Annie. Veronica et Dennis songent à une autre personne. Daniel Ferry est libéré de la prison d'État de l'Utah, 3 semaines après son interpellation. Aucune preuve ne le reliait au meurtre d'Annie. L'homme n'a jamais changé son discours. Daniel a conclu un accord avec les autorités concernant des condamnations antérieures.
Il a reconnu sa culpabilité concernant un enlèvement, une tentative de possession de substances dans le but de la vendre et vente de substances. Il est condamné à des peines d'emprisonnement concurrentes entre 1 et 15 ans. Un an après la mort de l'adolescente, les autorités déclarent que Daniel Ferry n'est plus un suspect dans le dossier. Je me pose une question ici, maintenant qu'on sait que Daniel n'est pas le meurtrier. Je me demande ce qui se passe dans ce cas-là avec le témoin. Rappelez-vous, ce fameux LJ. L'individu avait quand même laissé entendre que Daniel était le meurtrier de la jeune fille. La piste des deux trentenaires refermée, les autorités sont en quelque sorte dans l'impasse. Ils n'avaient pas vraiment de suspect dans le viseur. Le fait que le corps d'Annie a été immergé a altéré des éléments de preuve. Aucun ADN n'a pu être constaté sur le corps de la jeune fille. Le temps s'écoule et on arrive désormais en 2014. La famille d'Annie est toujours dans l'attente de réponses. Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs ont eu le temps de faire le tour de tous les témoignages. La seule personne vue comme suspecte était Darwin, le petit ami de la victime. Cette histoire de basket est restée dans les esprits. L'ami de Darwin est de nouveau interrogé, celui qui avait corroboré l'histoire. Il revient sur sa précédente déclaration. Darwin a inventé cette histoire et lui a demandé de mentir pour l'aider. Cet ami ajoute des éléments non négligeables pour avancer dans le dossier. Darwin se trouvait bien à proximité du fleuve Jordan le soir du crime. Il ne voulait pas parler du meurtre d'Annie quand on abordait le sujet auprès de lui. Les données de son téléphone sont analysées auprès des autorités. Il était bien là où le crime a eu lieu, le soir du 10 mars 2012. Le 16 octobre 2014, Darwin est arrêté à Grand Junction dans le Colorado. L'État est voisin de celui de l'Utah. Les Bakshaw ont déménagé depuis les faits. Les policiers fouillent les affaires du jeune garçon. Ils découvrent dans sa poubelle un papier troublant. Darwin y a inscrit une chronologie des événements. Il y a également la description de la veste qu'Annie portait ce soir-là. Darwin, en raison de son âge, est arrêté et placé en centre de détention juvénile. En raison de la gravité du crime, la question du jugement en tant qu'adulte est posée. La raison du crime se dessine. La nuit de son décès, Annie a quitté son domicile. L'adolescente retrouve son petit ami à Riverton City Park. C'est l'occasion pour eux de discuter un peu, de rigoler. Ils avancent ensemble jusqu'aux abords de la Jordan River. Au bout d'un moment, Annie dirige la conversation vers un autre sujet. Darwin est loin de s'attendre à une telle révélation. Elle assure être enceinte et qu'ils doivent partir tous les deux. D'ailleurs, elle a laissé un mot à l'intention de ses parents à ce sujet. Elle y a inscrit son projet de fuite avec Darwin en Californie. La jeune fille a d'ailleurs parlé à ses amis de sa grossesse. C'est aussitôt la panique pour Darwin. Ce n'était pas dans ses projets de quitter la ville, encore moins de devenir père. Le jeune garçon réfléchit rapidement. Il se sent dépassé par les événements. Darwin sent quelque chose s'enclencher en lui, une émotion qu'il n'a jamais ressentie avant. Il trouve une pelle sur place et la saisit. Et si vous me demandez pour quelle raison un tel outil se trouvait sur place, je ne pourrai pas vous répondre. On peut imaginer qu'il y avait des travaux dans le secteur. Ici, à l'abri des regards, il attaque Annie par surprise. Cette dernière tente de se défendre sans réel succès. L'adolescent lui porte de nombreux coups, dont celui derrière la tête qui se révélera fatal. Suite à son acte, se rendant compte de ce qu'il a fait, il jette le corps dans le fleuve. Ici, je vais être un peu méchant, mais on faisait face à une putain de pourriture. Tuer sa petite amie déjà, c'est un truc de malade, mais tuer ta petite amie alors qu'elle est enceinte, faut vraiment être un monstre. Et ici, permettez-moi de faire une petite aparté. Je ne préfère pas m'avancer sur les faits car rien n'a été confirmé, mais j'ai une théorie. Je pense que Darwin a souhaité discuter avec Annie au sujet de cette grossesse. Il a dû tenter de la raisonner peut-être, car ce sont quand même des adolescents. Ils n'ont que 14 et 15 ans à ce moment-là. Darwin ne souhaitait pas devenir père et il l'exprime face à sa petite amie. Malgré tout ce qu'il peut dire, cette dernière reste sur ses positions. Elle ne souhaite pas mettre un terme à sa grossesse. Darwin sent qu'il n'a plus le choix. Alors qu'Annie détourne un peu son attention, son petit ami l'attaque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ainsi que vos avis concernant ce meurtre. Bref, reprenons notre récit. Là, depuis quelques minutes, je pense que quelque chose vous trotte dans la tête. Et oui, à aucun moment je ne vous ai parlé d'une grossesse. Et est-ce que vous devinez pourquoi ? Tout simplement car les examens réalisés lors de l'autopsie n'ont prouvé aucune grossesse. L'adolescente n'était pas enceinte. On ne saura pas si c'était un mensonge d'Annie ou si elle était réellement persuadée d'être enceinte. Les parents d'Annie étaient au courant de cette prétendue grossesse, mais ils n'y croyaient pas.
Peut-être même que la dispute d'Annie avec eux était centrée sur le sujet. L'ouverture du procès concernant le meurtre d'Annie est censée débuter le 7 mars 2016. Cependant, Darwin reconnaît sa culpabilité fin février, évitant de passer par la case procès. Le garçon a eu le temps d'évoluer, après quelques années d'incarcération. Darwin s'était également confessé auprès d'un autre détenu. Les parents d'Annie sont soulagés d'apprendre ça. Ils attendent depuis 4 ans que le meurtrier avoue le crime, ce qui est désormais chose faite. Pour qu'il admette enfin sa culpabilité pour la première fois, il a pris ses responsabilités. Depuis le début, nous savons que c'est lui qui a fait ça. Il est donc souhaitable qu'il prenne enfin ses responsabilités dans la bonne direction pour aller de l'avant. C'est ce que va déclarer Dennis, le père d'Annie. Une audience pour déterminer sa peine intervient les semaines qui suivent. Darwin est alors représenté par maître Chris Brown. Les parents de l'accusé sont venus soutenir leur fils. Ils ne se sont jamais exprimés dans la presse concernant l'affaire. Les proches d'Annie ont la possibilité de s'exprimer. Veronica souhaite témoigner à la barre, à quelques mètres seulement de Darwin. Elle s'est munie du journal intime de sa fille, dont elle souhaite dévoiler un passage. Annie écrivait beaucoup au sujet de sa vie. Le passage qui intéresse est daté du 8 mai. Annie a écrit « Il y a un enfant dans mon cours de mathématiques que j'aime beaucoup. L'enfant en question, comme vous avez dû le comprendre, n'est autre que Darwin. Et ce n'est pas l'unique page où elle a confié ses sentiments envers le jeune garçon. » Les parents d'Annie n'ont pas apporté de crédit aux excuses du meurtrier d'Annie. Dennis a reconnu que les accidents pouvaient être possibles. Cependant, l'adolescent a vécu 2 ans en liberté après le meurtre d'Annie. L'enquête a eu le temps de se diriger dans d'autres directions. Darwin ne s'est pas dénoncé de lui-même à la police. Il a fallu qu'il soit interpellé pour avouer ce qu'il a fait. « Je suis désolé, mais sa culpabilité à 14 ans est bel et bien là. Ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas dit un seul mot. Aujourd'hui, on ne laissera personne d'autre se faire arrêter pour ce crime. » C'est ce que va dire Dennis, le père d'Annie. La raison du meurtre n'a jamais été confirmée par l'accusé. C'est l'enquête des autorités qui a déterminé que l'annonce de grossesse avait enclenché les faits. L'avocat de Darwin assure que cette nouvelle a choqué profondément son client. Il a craqué quand Annie lui a présenté les projets à venir, la fuite ensemble ou l'annonce aux parents. L'accusé n'était pas dans un état normal. Avant de retrouver Annie, il avait apparemment fumé. Les audiences sont aussi compliquées pour une autre raison. En effet, c'est la question de la préméditation qui est posée sur la table. La défense considère que c'était un acte de coup de sang. Darwin a été mis au pied du mur suite à cette annonce. Le procureur adjoint Peter Levitt n'est pas de cet avis. Il assure que Darwin a planifié son acte afin de parvenir à ses fins. L'accusé a plaidé coupable car les preuves contre lui étaient conséquentes. Il risquait gros s'il allait jusqu'à la case procès. Le juge James T. Blanche, qui préside l'audience, a les mots justes concernant cette affaire. Personne ne sortira heureux de cette salle d'audience. Que ce soit du côté de la défense ou de la partie civile, l'une d'entre elles ne sera pas satisfaite à l'issue de tout ça. L'accusé est loin d'être insensible au cours de l'audience au tribunal. Le jeune garçon de tout juste 18 ans est anxieux de parler à la barre. En effet, de nombreux journalistes sont présents dans la salle. Les caméras sont braquées sur lui en permanence. Il exprime ses regrets par ces mots. « Je suis vraiment désolé pour tout. Je veux m'excuser auprès de la famille d'Annie. » Le jeune homme ajoute qu'il aurait préféré faire ses déclarations en privé. Le 25 avril, le meurtrier est condamné à une peine allant de 15 ans à la prison à vie. Les proches d'Annie sont reconnaissants de ne pas avoir eu à subir une procédure de plusieurs semaines. Cependant, ils estiment que la reconnaissance de culpabilité de Darwin a eu lieu un peu tard. Ils souhaitent désormais poursuivre leur vie, aussi paisiblement que possible. Veronica va dire tous ces mots avant les audiences. Écoutez, j'aimerais qu'il se souvienne que chaque moment qu'il peut vivre, Annie ne le peut pas. Je ne me sens pas heureuse quand j'entends qu'il a obtenu son diplôme. Je ne me sens pas heureuse quand je sais qu'il fait toutes ces autres choses. Je ne veux pas le punir, mais chaque petit moment heureux qu'il reçoit est un moment heureux qu'elle n'aura jamais. Ici, on ressent à quel point la mère est dévastée. On sent à quel point l'injustice est dans sa tête. Elle ressent cette amertume de voir ce meurtrier qui peut continuer à vivre, tandis que sa fille, elle, n'est plus de ce monde. Avant de terminer notre récit, je dois revenir sur un précédent protagoniste de notre récit. Vous allez voir que certains événements peuvent être surprenants. Daniel Ferry fait de nouveau parler de lui 9 ans après la mort d'Annie. Il provoque un accident après avoir foncé sur un véhicule le 14 mars 2023.
2 autres voitures se retrouvent impliquées dans la collision. Daniel prend alors la fuite et crie aux témoins qu'il va trouver le moyen de se munir d'une arme à feu. Il se précipite au sein d'une société toute proche. La vidéosurveillance du bâtiment permet aux autorités de suivre les traces de l'homme. Celui-ci parvient à se munir d'un couteau. Il devient menaçant à l'égard d'un employé qui était présent. Daniel souhaite obtenir ses clés de voiture, lui assurant qu'il ne blesserait personne. Il souhaite juste partir. Son discours est incohérent. Ayant obtenu ce qu'il souhaitait, il s'en va. La police a été prévenue entre-temps. Les agents se rendent bien compte que l'individu est menaçant. Il n'a pas lâché son couteau et menace sa propre vie avec. Les policiers envisagent de recourir à leur taser afin d'immobiliser le suspect. L'intervention se révèle compliquée, mais Daniel est finalement interpellé sans encombre. Comme quoi ce Daniel n'a pas arrêté d'être impliqué dans toutes sortes d'histoires. Maintenant revenons à notre affaire principale pour terminer notre histoire. Darwin Christopher Bagshaw est actuellement détenu au centre Utah Correctional Facility. Il avait auparavant été placé dans un centre de détention juvénile suite à son arrestation en 2014. Darwin ne pourra pas déposer de demande de libération conditionnelle avant octobre 2034. Il aura alors effectué 18 ans de sa peine. Le décès de la jeune fille a été un choc profond pour ses parents. Et ce traumatisme s'accompagne de nombreux malheurs par la suite. D'après ce que j'ai compris, le mariage de Jennifer et Dennis n'a pas tenu et ils se sont séparés. Dennis tombe dans l'alcool et la drogue, cherchant à échapper à cette réalité plus qu'horrible. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et autant vous dire que cette histoire est beaucoup trop triste. Être parent et apprendre que sa fille est morte, c'est juste horrible. Je vous promets, je pense que sincèrement, c'est l'une des pires choses à vivre en tant que parent. Apprendre le décès de ton enfant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste inimaginable. Alors mettez-vous une seule seconde, vous qui êtes parents, face à ces parents qui ont perdu leur fils ou leur fille. Et en plus de ça, c'est même pas suite à un accident. Non, c'est suite à un meurtre. Comment tu peux continuer ta vie après ça, sérieux? C'est juste impossible. Annie était une jeune fille avec une enfance difficile. Élevée en foyer, elle a eu la chance de rencontrer le couple Kasprak. Ce dernier a décidé d'adopter Annie alors qu'elle avait déjà 9 ans. La petite fille allait enfin pouvoir connaître le quotidien d'une famille. Annie n'était pas une adolescente difficile. Elle a suivi une scolarité normale et se fait facilement des amis. La jeune fille tombe même amoureuse d'un camarade de classe. Elle raconte son histoire d'amour au sein de son journal intime. C'est son premier amour et elle sent que c'est le bon pour elle. La vie d'Annie et de ses proches bascule en mars 2012. L'adolescente est âgée de 15 ans. Ses parents découvrent qu'elle n'est plus dans sa chambre suite à une dispute. Les autorités se mettent à la recherche de la disparue. Les recherches s'achèvent au bout de quelques heures après la découverte de son corps. Si un témoin présente un récit plutôt intéressant à la police, la vérité est tout autre. La personne responsable de la tragédie n'est autre que Darwin, le petit ami de l'adolescente. Le motif du passage à l'acte est triste mais pas isolé. Une grossesse non désirée. Darwin s'est retrouvé au pied du mur face à cette révélation. Il n'était pas prêt à assumer le rôle de père, ce qu'Annie attendait de lui. Il a préféré tuer sa petite amie au lieu de se confier à ses proches sur le sujet. Le meurtrier a tenté d'échapper à la justice. Ce n'est que 2 années après le meurtre qu'il a été intercepté. Avant l'ouverture de son procès, il a reconnu sa culpabilité. Il a ainsi évité aux proches de sa victime de subir une procédure épuisante puisqu'il reste les audiences de détermination de peine. Il a présenté ses excuses, ce qui n'a pas vraiment contenté les parents d'Annie. Mes pensées vont aux proches de la jeune fille. Elle a perdu la vie de manière atroce, en l'espace de quelques heures. Suite à une dispute avec ses parents, elle a décidé de fuguer. Elle pensait trouver confort et sécurité auprès de son petit ami, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Une dizaine d'années après son décès, Annie est toujours dans les mémoires. Ainsi se termine cette histoire et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Il est temps pour nous de nous laisser là, mes amis. Sur ce, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Mes amis, prenez bien soin de vous et vos proches. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.